Donc tu connais Bruxelles depuis Oh là. des années. Là. Ouais, j'adore Bruxelles. Enfin, j'adore les Bruxellois. Ah d'accord, ça c'est encore mieux. Ouais, les Belges, quoi. J'aime beaucoup la facilité du tutoiement, déjà. Et puis, même quand je me balade dans les... parce que le truc que le truc que je repère beaucoup chez les Belges, je le repère surtout dans le milieu professionnel, où tu vois la manière dont les gens se parlent, c'est pas la même qu'en D'accord. France. Il y a beaucoup moins de faux semblants, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les gens, plus naturel. quand ils ont un truc à se dire, ils se le disent. Ça peut être parfois très cash, et en même temps, quand ils s'apprécient, ils s'apprécient. Et, voilà. Et ça correspond un peu plus à ma façon de voir les choses. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la Belgique, j'aime beaucoup les Belges, et j'aime bien venir à Bruxelles. Je dis souvent que s'il faisait aller de 10 degrés de plus, ça pourrait presque être la ville idéale pour moi, Bruxelles. D'accord. D'accord. Lovenbruck, l'origine du nom. C'est lorrain. D'accord. C'est un nom lorrain, ça veut dire le pont des lions. Le pont des lions. D'accord. Leuven, c'est les lions, et Bruck, le pont. Bridge, D'accord. la même racine que bridge en anglais. Ok. Et c'est un nom lorrain, plutôt d'origine allemande. C'est probablement une famille allemande qui s'est installée en Lorraine au XIIe siècle, a priori. Voilà. D'accord. Et qui ensuite est restée en Lorraine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas très nombreux, hein, on est une centaine de Levenbruck en France. Et puis au moment de la Seconde Guerre mondiale, une grosse partie de la famille a quitté le fief familial qui était Pont-à-Mousson pour aller se réfugier à Paris, en se disant c'était moins dangereux, on était plus loin des Allemands. Bon, très vite ils se sont dit oulala, à Paris ça commence à chauffer, on va aller en Normandie, ça va être plus calme. D'accord, oui. Voilà, donc des gens qui avaient un instinct, ils ont suivi les bombes finalement. D'accord. Voilà, donc c'est une famille lorraine. Alors, l'amour de l'écriture est venu quand? On lisait beaucoup dans la famille? Oui, alors déjà Pierre Levenbruck, mon grand-oncle, Grande plume. au sujet duquel j'ai consacré une postface dans Effectivement. Les Disparus de Blackmore, était écrivain, écrivain populaire, qui a écrit plus d'une centaine de livres. Alors je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort quelques jours après ma naissance, mais je l'ai connu par procuration, puisque mon papa me parlait énormément de lui, et surtout ses livres étaient dans la bibliothèque. Mais j'ai des parents qui sont des gros lecteurs, ouais. À la fois mélomanes et bibliophiles, tous les deux. Mon papa et ma maman d'ailleurs, ils étaient tous les deux amis avec Brassens, donc on a été bercés. J'ai appris le français avec Brassens, moi, en fait. Et il y a pire comme professeur, parce que c'est quelqu'un qui avait une maîtrise de la langue absolument admirable. Lui-même, lecteur incroyable. La bibliothèque de Brassens, c'était un truc incroyable. Hein. C'était la pièce principale, enfin les pièces, c'était un peu comme chez toi. Il y avait des livres partout chez Brassens. Il y avait plus de livres que de guitares. D'accord, oui. Et voilà, donc ouais, la littérature a toujours été présente dans la famille. Après, je me suis dirigé vers des études littéraires. Enfin, j'ai toujours su que ma vie serait faite soit de musique, soit d'écriture. Et ce qui est drôle, ce que je raconte souvent et qui est vrai, hein, c'est que j'écrivais avant de... Enfin, j'ai écrit des romans avant de lire des romans. C'est-à-dire que très petit, l'idée d'écrire des romans me fascinait, avant même d'en lire. Avant même de devenir un vrai lecteur, parce que je suis devenu assez tard, j'ai commencé à devenir un vrai lecteur que vers 15 ou 16 ans, et à me passionner pour la lecture. Ouais. Je reviens à Brassens, ouais. Et justement à la musique. Tu aimes la musique? Ah bah oui, oui, c'est ma vie. Ouais. Oui, parle un peu de la musique. Oui, c'est ma vie, c'est mon refuge, c'est la seule activité où je ne vois pas les heures passer. Si je me mets à mon clavier ou à mes claviers et que je commence à faire de la musique, tout à coup je regarde ma montre et je me rends compte que 6 ou 7 heures viennent de défiler, j'ai l'impression que ça fait seulement 2 minutes que j'y suis, quoi. Ce qui est le signe de la vraie passion, je pense. Qu'elle soit pour la musique ou la passion amoureuse, quand on ne voit pas le temps passer avec son compagnon ou sa compagne, c'est qu'on est vraiment passionné. Mais des belles mécaniques aussi. Des belles mécaniques, ouais. Alors je suis en train de traverser une prise de conscience climatique qui fait que j'essaie de modérer mon amour pour la mécanique, parce que je sais qu'elle fait partie des plaisirs auxquels il va falloir qu'on renonce de nous-mêmes
avant que de devoir y renoncer de manière forcée. Donc je modère mon amour de la mécanique, mais il est toujours là. Deux roues toujours. Toujours de roue, ouais. Alors c'est pour ça, on a parlé musique, on parle mécanique, parce que tu n'es pas un sportif, je vais dire, content. Pourquoi tu dis ça? Ah mais non, 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 parce que bon, je dis ça, c'est parce qu'encore une fois, tu es le gars qui va s'arrêter, qui va regarder passer le temps. Ouais, oui. La musique va être là présente, mais c'est surtout, je reviens à cette balade en moto que tu as fait dans ta vie, tu as le temps de regarder le paysage. Et j'arrive maintenant à l'écriture. Tout ça se sent dans l'écriture, parce qu'il y a un rythme, il y a une cadence, et il y a souvent des reprises comme on peut refaire en musique. Et ça, je dois dire, depuis le début, tu écris de cette façon-là. Voilà, c'est un concert. Et ça, j'admire chez toi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je prends beaucoup de plaisir à écrire un roman avec la musicalité est toujours présente dans mon écriture. C'est-à-dire que il ne faut pas me voir écrire. Les gens qui me voient écrire ont peur parce que je parle tout haut quand j'écris. Je lis, je dis à haute voix ce que j'écris. Voilà, les respirations dans le mot. Voilà. Et du coup, tant que la phrase ne me plaît pas phonétiquement, tant que le rythme de la phrase ne me plaît pas, je la réécris, quoi. Tu écris à l'oreille. Ouais. Très très important. Bon, c'est assez étonnant. J'en ai parlé un jour avec ma sœur qui est chercheur en neurosciences au CNRS. Et je fais partie des gens, par exemple, c'est probablement ton cas, sans doute, souvent les gens qui aiment la lecture, qui aiment l'écriture, ou qui, voilà, je vois les mots quand tu me dis bonjour, je vois le B, le O et le N et le J, je les vois dans mon cerveau. Mon cerveau traduit les mots en lettres tout le temps. Souvent, c'est les gens qui font moins de fautes d'orthographe, mais c'est pas forcément nécessaire, il y a des gens qui en font. Mais en tout cas, voilà, les mots m'habitent à la fois musicalement et visuellement. C'est-à-dire, je vois les mots et je les entends. Ouais. Le pied marin? Un peu comme ce fameux poème de Rimbaud, Les Correspondances. Là. Le pied marin, en vérité, à l'origine, pas trop. Pour des raisons psychologiques, c'est que j'ai un voisin, quand j'étais tout petit, un voisin dans l'immeuble de mes parents qui est mort en mer. Ou enfin, et qu'on n'a jamais retrouvé. Et ces enfants qui avaient mon âge sont passés à travers ce traumatisme de papa il n'est pas rentré du bateau, ça fait une semaine, ça fait un mois, ça fait un an, ça fait 10 ans. Ce qui est un traumatisme horrible, hein, parce que quand le deuil est plus difficile à faire. Et du coup, j'ai développé dans mon enfance une espèce de peur de la mer, que je soigne depuis quelques années, au point que là, je suis en train de passer mon permis bateau. Parce que, voilà, ça y est, la mer m'appelle. Musique, la contemplation du paysage, le choix du verbe. Quand tu démarres ton ouvrage ici, on est sur le bateau, on est en pleine tempête, on est avec cette jeune femme sur le pont. Parle-nous un petit peu comment tu as trouvé le départ de ton roman. D'abord, c'est une île. Donc sur une île, on arrive, surtout en 1920, quasiment exclusivement par bateau. Surtout sur une petite île comme Aurigny, qui est l'île dont je me suis inspiré pour créer Blackmore. Et bon, donc j'avais pas beaucoup de choix, mais surtout il y a cette entrée, c'est-à-dire dans le lieu confiné, le huis clos qu'est Blackmore, qu'est mon île. Je voulais que mes personnages, les deux personnages principaux, soient des étrangers qui arrivent, c'est des zadigues quoi, qui arrivent et qui viennent observer une culture différente de la leur, un univers différent, empreint de mystère. Donc cette arrivée en bateau était essentielle pour moi, et puis la description de la découverte de l'île. Et déjà le caractère du personnage, de la jeune femme. Ouais. Bon, cette jeune criminologue, la première criminologue qui a été nommée en France, on est en 1926, 25, ouais. 25, voilà. Tu la décris d'une façon magistrale. Évidemment, elle ne peut que croiser, et c'est ça un petit peu le huis clos déjà, que l'un ou l'autre personnage, qu'elle va peut-être voir par après. Ouais. Évidemment, ça ne pouvait pas être un beau grand jeune homme. Explique-nous un petit peu.
il y a plusieurs choses derrière le couple de personnages qui s'installent dans Les Disparus de Blackmore. D'abord, j'ai écrit ce livre après avoir écrit 3 romans qui se passaient pendant la Révolution française, dans lesquels je montre à quel point la Révolution était une révolution bourgeoise et masculine. C'est-à-dire que, initiée par les femmes et par le peuple, puisque les premiers à avoir soulevé les armes, levé le poing et à avoir rempli les cahiers de doléances pendant les états généraux, c'était plutôt des femmes et plutôt le peuple. Mais ceux qui ont gagné la Révolution, c'était des hommes et des bourgeois. C'était des avocats, c'était des Robespierre, des Danton, des Camille Desmoulins, quasiment tous des avocats ou des juristes, et tous des hommes. Donc les Olympe de Gouges, les Théroigne de Méricourt, et puis toutes les petites femmes qui avaient demandé le droit au divorce, le droit à l'éducation de leurs filles, etc., n'ont pas obtenu gain de cause. Et donc j'avais très envie de raconter le moment où la révolution pour les femmes a commencé, et c'est les années 20. C'est les années 20, pourquoi ? Parce que en 1918, la plupart des hommes sont morts à la guerre. Les papas et les maris, c'est-à-dire les hommes en âge d'être père ou mari, sont morts. Des millions d'hommes meurent pendant la Première Guerre mondiale, et du coup, tout à coup, beaucoup de femmes se retrouvent en situation de prendre un peu le pouvoir culturel, économique, commencent à pouvoir ouvrir un compte en banque sans avoir besoin de l'accord de leur papa ou de leur mari, ce qui à l'époque était obligatoire, jusqu'à très récemment. Ma maman a connu une époque où une femme avait besoin de l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque, et ma mère est née à une époque où en France les femmes ne votaient pas. Et quand je le dis à ma fille, elle a l'impression que je lui parle de 3 ou 4 siècles avant l'autre. Non, c'était avant-hier. Oui, tout à fait. Donc ce mouvement d'émancipation des femmes a commencé dans les années 20, vraiment au lendemain de la guerre. C'est une période fascinante culturellement, mais qui est en plus très mal connue et très mal nommée, parce que c'est pas vraiment les années folles, elles sont folles que pour une petite frange de la population. En réalité, c'est des années assez sombres. On fait la fête dans quelques cafés parisiens et quelques couches privilégiées de la société s'amusent dans les années folles, mais finalement la grande majorité des Européens ne s'amusent pas du tout pendant les années folles. Donc j'avais un peu envie de faire une peinture comme ça, d'une femme qui embrasse ce souffle libertaire de 1920, qui elle-même fait des études, qui est orpheline, et qui du coup est maîtresse de son propre destin, et qui part avec ses petits souliers Salomé de parisienne, qui part à la découverte d'une île perdue avec 1000 habitants, c'est-à-dire probablement à peine plus que ce qu'il y a dans son immeuble parisien. Ça me fait penser un peu à mon grand-père maternel. Ouais. Il était un Australien qui est venu en 14-18. Il s'est marié avec une jeune fille belge, mais en 1922-23, il a eu le temps de faire trois enfants. Un accident, il est tué. Donc voilà, une jeune femme belge qui porte maintenant un nom d'un étranger, avec 3 gosses, veuve. Et dans ces années-là, comme tu dis, il faut se battre pour s'imposer. Donc, elle a connu aussi un petit peu cette époque où il fallait un petit peu s'imposer par des qualités, par le travail et par la volonté surtout, quoi. Et bon, elle aussi, elle est allée voir, mais son mari vivait encore, mon grand-père vivait encore, ils sont allés en Australie, donc 1919, elle se trouve en Australie, en Nouvelle-Zélande exactement, mais là, elle ne se plaît pas. Donc ils reviennent par ici, et c'est là qu'il a cet accident de voiture, et qu'elle devient veuve. Mais donc cette époque-là, ça a marqué évidemment ma grand-mère, ma mère aussi, qui a été veuve très jeune aussi, parce que mon père est décédé, qu'il était relativement jeune. Mais tu vois, il y a des gens qui croisent un petit peu ce destin comme cette jeune femme, comme ton héroïne. Voilà. Mais elle n'a pas froid aux yeux non plus. Elle n'a pas froid aux yeux, et puis elle est féministe. Alors elle dit qu'elle a la maladie de Pic. On ne sait jamais si c'est vrai ou pas, qui est une maladie assez grave et bien connue, dont l'un des symptômes, cependant, est amusant, puisqu'il enlève toute inhibition à ces sujets. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de parler sans filtre, de dire ce qu'ils pensent avec aucune inhibition. Donc ça donne des situations assez cocasses, des dialogues assez cocasses. Lorraine dit absolument tout ce qu'elle pense. En réalité, je ne suis pas sûr qu'elle ait la maladie de Pic. Je pense que simplement elle utilise ça pour excuser son envie de franchise
Et parce que ça l'amuse beaucoup de dire aux gens leurs 4 vérités, ou de... Voilà. D'un point de vue littéraire, c'est super drôle, en fait. C'est-à-dire que c'est amusant d'imaginer des dialogues dans lesquels l'une des personnes parle sans filtre, ce qui au quotidien n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'un dîner de famille, on a tous un filtre, un rendez-vous professionnel, on a encore plus de filtres, quand on marche dans la rue, on a des filtres, et voilà. Mais d'un point de vue romanesque, imaginer que quelqu'un puisse n'en avoir aucun, c'est toujours assez drôle. Ouais. Alors c'est amusant, c'est que voilà, il s'est passé des choses mystérieuses sur l'île qu'on ne va pas trop révéler, mais ce jeune homme qu'elle a croisé, qu'elle va retrouver, est lui aussi un détective privé. Ouais. Donc des affinités vont peut-être se créer ou pas se créer, parce que cette relation qu'il va y avoir, complicité ou pas complice, on laissera au lecteur le suspense, mais ils vont, rencontrer un personnage impressionnant, ce vieux bourgeois, et 2, il y a la disparition mystérieuse d'un prêtre. Parle-nous un peu de ces 2 personnages, on n'en dira pas plus. Alors, l'un des 2, c'est le père Patmoloy. Je n'ai aucun mérite quant à la création de ce personnage, parce que c'est pas moi qui l'ai créé. En réalité, je me suis amusé à utiliser l'un des personnages créés par l'un de mes confrères, Nicolas Lebel, auteur de polar, avec lequel je joue tous les 15 jours à un jeu de rôle qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, qui est inspiré de l'univers de Lovecraft, dans lequel Nicolas joue un personnage qui est le père Molloy, Pat Molloy. Et ce personnage, il l'a joué, il l'a interprété au cours de nos parties de jeu de rôle pendant 3 ans, je crois. Et au bout des 3 ans, je lui ai dit, écoute, ce personnage-là, je vais le mettre dans un roman. Donc tout le crédit lui revient, de la même manière que Callum McCann, dans le livre, qui est le psychiatre qui s'occupe du sanatorium de Brackbury dans le livre, est un personnage qui a été créé par Olivier Ball, un autre de mes confrères auteurs de polar. Ils sont dans la pièce à côté, en tant que livre. Tu vois. Et donc c'était très drôle, je leur ai dit, voilà, vos personnages sur lesquels que vous interprétez depuis 3 ans autour de notre table de jeu commune, je vais les mettre dans un roman. Et donc ça c'était très dur. Donc j'ai aucun mérite sur la création d'Olivier Ball pour Callum McCann et de Pat Molloy de la part de Nicolas Lebel. En revanche, le Sir Waldon, ce vieux lord pas vraiment anglais, puisqu'il est originaire de l'île de Blackmore, et que les îles anglo-normandes ne sont pas anglaises, même si elles sont rattachées à la couronne d'Angleterre. C'est la figure typique du vieux lord de la littérature, on va dire, des années 20, des années 30 anglaises, où on n'est pas très loin on imagine bien un personnage comme ça chez Agatha Christie. Voilà, avec cette question qui... Je spoile rien, puisque dès les premières pages, Lorraine se demande si c'est son père ou pas. Est-ce qu'elle sait que sa mère est venue sur cette île il y a très longtemps, et la question qui la hante pendant tout le roman, alors là par contre on ne va pas répondre au lecteur, parce que là on spoilerait, mais dès le début, Lorraine se dit, ça se trouve c'est mon père, ce vieux monsieur. Elle est franche aussi. Oui. Elle ne ménage pas. Ouais. Lui, on le voit, on le voit, on le sent, mais le père en question, on le voit, on le sent aussi, et tu ne le décris pas. Mais non, il n'est pas Pourquoi là. Il n'est pas là, mais pourtant on voit ce personnage, ne fût-ce que par la description de son intérieur, des papiers qui sont là, et ça je dois dire, c'est incroyable ce que j'ai pu, parce que je voyais un personnage qui n'était pas là, que tu ne décris pas, mais on le sentait par la disposition de son intérieur, la façon dont il classait, on pouvait imaginer un bonhomme. Ça, c'est le jeu d'écriture. Mais tu sais, il y a des absences qui se font beaucoup remarquer. Ouais, Il y a ça, et puis il y a aussi son courrier quand même. Il envoie une lettre. Donc ça, je me suis... Encore une fois, c'est un clin d'œil à Lovecraft, qui s'amusait souvent dans ses nouvelles à mettre des extraits, des coupures de presse ou des lettres envoyées par tel ou tel personnage. Donc je me suis amusé à insérer une des lettres écrites par le père Molloy, à travers laquelle, du coup, on devine un peu le personnage. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'il est là parce que justement, c'est un personnage... Vous savez, quand un personnage de roman a été nourri pendant 3 ans en l'occurrence par Nicolas Lebel autour d'une table, et comme dans une pièce de théâtre, c'est les jeux de rôle... Alors, je ne sais pas si tu as déjà joué à des jeux de rôle, mais oui. Bon, tu vois très bien ce qui se passe, et qu'au bout de 3 ans, le personnage, il a un passé, il a un vécu, il a de la chair, il a de l'épaisseur, et donc quand tu le mets dans un roman, c'est du pain béni pour un auteur, parce que le personnage est déjà
charnu, empli d'histoire, et donc c'est peut-être pour ça qu'il est présent finalement, tu vois. Oui, Donc, tout à fait. il faut que je remercie Nicolas Lebel d'avoir, pas surtout qu'il s'est beaucoup amusé à créer ce personnage. Nicolas est passionné d'Irlande, donc c'est un prêtre irlandais, dont les frères faisaient partie des Irish Volunteers, c'est-à-dire on va dire des premiers insurgés, les ancêtres de l'IRA en fait en quelque sorte, voilà, qui allaient placer des premières bombes avec une haine farouche des Anglais. Et Nicolas Lebel, qui est passionné par l'Irlande, l'a très bien décrit son personnage. Et il y a cette espèce de contradiction entre sa vocation religieuse, ce type qui devient prêtre alors qu'il a été terroriste dans le passé, quoi. Donc c'est assez amusant. Un personnage complexe, en nuances, et en même temps avec une partie du caractère de Nicolas, c'est-à-dire un peu fonceur. Voilà, qui court plus vite qu'il ne réfléchit parfois quand même. C'est le type qui va droit dans le danger. Parle-nous un peu de la folie. Ah, écoute, la folie, c'est... bon, je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais c'est malheureusement une maladie que j'ai fréquentée de près, mais je pense comme beaucoup de gens. Il y a eu deux grandes figures très très proches de ma famille qui ont été atteintes toutes les deux de schizophrénie quand j'étais tout petit, dont l'un des deux qui était très présent et avec qui j'ai eu des rapports intellectuel assez fort. C'est quelqu'un qui me parlait beaucoup, qui me faisait un peu peur, parce que j'étais tout petit. C'était un ami de mon papa. Malheureusement, il est décédé, comme beaucoup des schizophrènes, enfin des gens atteints de schizophrénie. Il est décédé assez relativement jeune. Mais il avait une espèce de transfert affectif avec moi qui était assez étonnant. Et quand il venait à la maison, c'est à moi qui parlait, il me disait des choses très... C'était un énorme lecteur, mais voilà, qui était terrifiant. Par moments, il m'expliquait qu'il était Jésus-Christ, qu'il était la réincarnation du Messie, etc. Enfin voilà, une maladie mentale très très forte, mais un type fascinant, et avec qui j'ai beaucoup échangé quand j'étais gamin. Mes parents se sont beaucoup occupés, et je pense que du coup, la maladie mentale a toujours été très... fait partie de ma vie, bon il y a eu d'autres cas, mais a fait partie de ma vie et surtout m'a toujours interrogé parce que moi j'ai toujours vu l'homme derrière la maladie. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis repris en disant c'est pas un schizophrène, c'est quelqu'un qui est atteint de schizophrénie. C'est-à-dire que j'essaye toujours de distinguer la pathologie de l'être humain, quoi. D'accord. On dit pas un fou, on dit quelqu'un qui est atteint de folie, quoi. Voilà. Et j'essayais de voir ce qui se cachait derrière la schizophrénie de cet homme. Ça m'a inspiré un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Le syndrome Copernic, où je parle, pour le coup, le personnage principal est atteint de schizophrénie, ou en tout cas se demande s'il n'est pas atteint de schizophrénie. Mais c'est un sujet passionnant, parce que aussi il y a tout un travail sur la façon dont notre cerveau interprète la réalité, et ce qui moi me pousse à la questionner en permanence. Un adepte du doute. Donc, je me rappelle d'avoir un prof de philo, Andy Pocan, qui était extraordinaire, dont le nom m'échappe, Monsieur Sauvé, qui un jour est rentré dans la salle de classe. Donc nous, on avait quoi, Andy Pocan, on avait 19 ans, et on le voit rentrer le matin dans la salle de classe et courir et foncer dans le mur, et bam, se cogner dans le mur, violemment, comme si le mur était invisible. Et se retourner vers nous et nous dire, les enfants, il faut toujours remettre le réel en question. Et ce type m'a marqué, je me suis dit, c'est pas con, ça se trouve, il n'y a pas de mur. Il n'a pas tort. Oui, tout à fait. Quand tu démarres l'écriture de l'ouvrage, le fil conducteur existe déjà ou bien il se crée au fur et à mesure? Comment procèdes-tu là? Non, moi je suis un gros angoissé, donc tout est écrit à l'avance. D'accord. J'ai des synopsis très détaillés. En fait, si tu veux, l'écriture d'un roman chez moi se coupe en deux. On va faire une moyenne sur les 25 dernières années. En gros, je mets à peu près un an à faire un livre. J'ai fait 25 romans en 25 ans, donc la moyenne est à peu près facile à faire. J'ai 6 mois de préparation, 6 mois d'écriture. Et donc ces 6 mois de préparation, c'est beaucoup de docs. Donc je lis beaucoup de livres sur les sujets que j'aborde dans mes romans. Et pendant ces 6 mois, je structure mon livre, c'est-à-dire que j'écris un synopsis qui fait 3 pages au début, puis 4, puis 5, puis quand il est fini, il fait une trentaine de pages. Donc le roman est
planifié chapitre par chapitre. Voilà. Donc le moment où je me jette dans l'écriture, je n'ai plus d'autres soucis en tête que la langue. Voilà. Parce que mon intrigue est construite. J'ai plus à réfléchir à qu'est-ce qui va arriver dans le prochain chapitre, je le sais déjà. Je sais où je cours. Et je sais qu'on court plus vite quand on sait où on court. Et du coup, je peux me concentrer sur une seule chose qui est le rythme de la phrase, la langue, les mots que je choisis. Je réfléchis à la manière la plus juste de restituer au lecteur ce que moi j'ai imaginé dans mon plan. C'est la question que je me pose à la fin de chaque page. C'est pas est-ce que j'ai fait un beau roman, c'est est-ce que ce que je voulais dire, c'est bien ce que mon lecteur va entendre. Ah, voilà. Voilà. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est ne pas trahir l'idée originelle. Et c'est amusant parce que Stephen King, sur l'écriture, le livre qu'il a écrit sur l'écriture, écriture en français, ça s'appelle, je crois, il explique que pour lui, le métier d'écrivain est pas très loin du métier d'archéologue. Il a l'impression que les idées préexistent, que les romans, ils sont déjà là, en fait. Et que le métier d'écrivain, c'est de prendre un petit pinceau et d'enlever le sable ou la terre ou la poussière qui est autour de ce vieil artefact pour le sortir et le restituer au lecteur en l'abîmant le moins possible. Et moi, je me retrouve vachement dans cette idée, c'est-à-dire que j'ai toujours... L'idée que je me fais de mes romans est toujours beaucoup plus belle que son résultat. C'est-à-dire que je suis toujours déçu par mes romans. Je me dis toujours, quand je l'ai eu en tête, il était mieux. Ah, d'accord. Mais parce que je pense que écrire un livre, c'est essayer de le restituer en l'abîmant le moins possible, effectivement. Et je rejoins vachement Stephen King sur cette idée-là. Il y a parfois des livres que j'ai l'impression d'avoir moins abîmés que d'autres, c'est-à-dire où j'ai le sentiment que le résultat est plus proche de mon intention originelle. Et puis parfois ça m'arrive d'avoir l'impression d'avoir salopé le boulot, mais bon, ça faut pas le dire. Le choix du sujet vient comment? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Il vient en conduisant souvent. En conduisant? Ouais, je sais pas. Après, un paysage, un moment de la journée ou... J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. L'idée originelle, je sais pas. Après, je la travaille énormément. Mais tu vois, alors déjà, j'ai toujours 3 ou 4 romans d'avance dans ma tête. Là, je peux te dire le sujet de mes 3 prochains romans. D'accord. Donc c'est déjà structuré parce que ça travaille et les petites fiches se remplissent au fur et à mesure Exactement. mentalement. D'accord. De manière plus ou moins consciente, d'ailleurs. D'accord. C'est-à-dire que, encore une fois, vous allez dire que je parle toujours de ma sœur, mais je parle toujours de ma sœur, qui est chercheur au CNRS. Un jour, je lui explique ça. Je lui dis, tu sais, c'est bizarre, quand je bosse sur un bouquin, parfois j'ai une idée qui me vient, qui résout tous les problèmes d'un coup, et j'ai l'impression qu'elle vient du ciel. Alors moi qui suis athée, c'est bizarre. Et elle me dit, mais non, mais en fait, cette idée-là, elle tombe pas du ciel. Ça fait des mois qu'elle travaille dans ta tête, en tâche de fond. Quand ton cerveau travaille, quand tu dors, quand tu penses à autre chose, lui, il travaille. Et puis une fois que la connexion se fait, tu as l'impression d'avoir une idée magique et un peu le Deus ex machina, mais en fait pas du tout, c'est que ton cerveau, il travaille déjà depuis longtemps. Donc oui, mes romans se construisent comme ça, mais je serais incapable de te dire quelle est l'idée originelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est toujours cette musique, parce que tu parles, mais moi j'entends toujours cette musique, quoi. Donc j'ai l'impression que tes mots sont toujours là, en train de, sur la portée, de se mettre en place, pour un jour ou l'autre dire, allez, hop, les amis, hop, et on démarre la musique. Ouais. Quoi. Mais tu sais, quand je m'assieds devant mon piano, je ne sais pas ce que je vais jouer. Hein. Voilà. Et je pose les doigts, et je joue. Voilà. Mais je sais, alors sauf si je suis en concert et qu'il faut que j'interprète un morceau, tu vois. Mais si je suis chez moi, que je m'assieds, que je me mets devant le piano, jusqu'à la seconde où je joue, je ne sais pas ce que je vais jouer. D'accord. Et je pense que c'est un peu pareil avec les idées de romans, c'est-à-dire que, je ne sais pas d'où elles viennent. Stephen King faisait des blagues là-dessus. Alors il avait 2 réponses. Comment trouvez-vous vos idées? Il répondait plutôt bonne et vous, qui est une belle réponse. Et la deuxième, il disait qu'il allait dans un magasin, il donnait l'adresse d'un magasin, il disait là-bas ils vendent des idées de romans. Mais tout ça c'était une façon de plaisanter pour dire qu'en fait on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est vrai que moi ça me vient beaucoup en conduisant. D'accord. Et je pense qu'il y a un lien avec l'état un peu hypnotique dans lequel on entre facilement quand on est au volant, surtout sur l'autoroute, tu vois, où tu as le décor un peu monotone, les arbres qui passent, on entre facilement dans un état de semi-hypnose qui doit être favorable à la naissance de ces idées. Parce que c'est vrai qu'en roulant, en conduisant, souvent il y a des idées de romans qui me viennent. Quoi. Super. Les couvertures. Ouais.
Elle est magique, la dernière couverture. Bah, c'est gentil. Ça. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres que j'aime un peu moins. Celle du début était magnifique. Et puis alors, il y a eu une petite évolution. Soit la maison d'édition, ou bien c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est très hétéroclite. Écoute, ça dépend. Alors là, c'est la première fois que c'est moi qui fais la couverture, puisque c'est moi qui ai fait l'illustration. Ça fait quelques années que je me suis mis à l'illustration principalement 3D, mais là, c'est pas de la 3D. Fulcadelli est magnifique. Ouais. Mais écoute, ça dépend. Là, c'est la première fois que je le fais moi-même, et donc je sais exactement ce que je veux, et que j'essaye encore une fois, de reproduire ce que je veux, comme avec clairement. Déjà la couleur. Hein. Sur les autres, ouais, le bleu, je crois que c'est ma... Ah non, j'allais dire une grosse bêtise. Mais sur les autres, écoute, c'est assez... Tu peux dire une bêtise. Non, j'allais dire que c'est une de mes premières couvertures mais pas du tout bleu, pas du tout. En fait, le syndrome Copernic et J'irai tuer pour vous aussi sont bleus, mais c'est pas le même bleu. Mais écoute, les couvertures, c'est très particulier parce que je vais te donner un exemple. L'apothicaire, la couverture de l'apothicaire que j'avais fait chez Flammarion. Oui. Et J'irai tuer pour vous. Donc, 2 romans parmi les 3 ou 4 qui me tiennent le plus à cœur sur les 25 que j'ai écrits. Le premier, le directeur du studio graphique de Flammarion a mis 6 mois à la faire. Et le deuxième, il a mis 5 minutes. Et c'est-à-dire que pour l'apothicaire, il m'a envoyé une première couverture. Je disais non, c'est pas bien. Une deuxième, je disais non, c'est pas bien. Une troisième, il disait non, c'est pas bien. Et ça a duré des mois et des mois. Et on savait tous les deux que ça allait pas, que c'était pas la bonne couve. Voilà. Et puis un jour, à 3h du matin, il m'envoie un mail en me disant j'ai trouvé. Et en attaché, il y a la couverture de l'apothicaire et je lui dis mais oui, c'est ça. Je lui dis mais oui, t'as trouvé. Alors que je lui avais pas du tout demandé ça. Hein, voilà. Et J'irai tuer pour vous, deuxième exemple, où là, c'est le studio m'envoie sa première proposition, ce qui ne m'était jamais arrivé, et je leur dis c'est ça. Voilà. Normalement, il y a toujours 2, 3, 4 échanges. Là, il me l'envoie, il dit bah oui, c'est ça, parfait. Voilà. Bon, après, il y a des livres où ça se passe moins bien, mais ces 2 couvertures-là sont des couvertures qui, moi, me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup la couverture de l'apothicaire et de J'irai tuer pour vous. Bon, après, je vais te dire un truc. D'abord, c'est super subjectif, l'appréciation qu'on a, toi et moi, d'une couverture. Et puis, je suis pas sûr que j'ai le même goût que mes lecteurs en termes visuels. Tu vois, je suis pas sûr. Et parfois, je me fais des idées préconçues des goûts qu'ils peuvent avoir. D'accord. Et c'est ce que j'ai appris en changeant d'éditeur et en allant aux éditions XO, où Bernard Fixot, qui est quand même un monsieur avec une expérience incroyable et qui a un parcours tout à fait honorable, m'a fait comprendre que c'est pas parce que moi, j'adorais cette couve, que mes lecteurs allaient l'adorer aussi. Et j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Donc moi j'aime beaucoup celle de l'apothicaire et de J'irai tuer pour vous. Je suis assez content d'avoir fait la couverture de celui-là, mais maintenant je me méfie plus de l'avis que j'ai et je laisse la place à la possibilité que je me trompe sur la réception que les gens peuvent avoir d'une couverture. Je crois qu'il n'y a pas de règle absolue. Voilà. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi ce que j'aime, c'est rentrer dans une librairie anglaise ou américaine, parce que alors eux, les couvertures, il y a une culture de la couverture là-bas qui est incroyable, dont on commence un peu à hériter, ça y est. Mais nous on a la culture de la blanche, on a la culture de Gallimard, c'est-à-dire une page blanche avec un cadre noir. Pour nous, c'est ça la littérature. Tout à fait. Et moi, quand je vais en Angleterre ou aux États-Unis et que je rentre dans une librairie, rien que visuellement, il se passe quelque chose. Parce qu'ils savent faire des sacrées couvertures. Quoi. Henri, je suis très content que tu es venu me voir. Et ben moi aussi, c'est un grand plaisir. Une très bonne promotion à toi. Ben merci. Je pense qu'il aura énormément de succès. Écoute, ça démarre bien en tout cas. Voilà. Bon. À la prochaine fois. Merci à toi, à très vite.